L'hypothèse, le dessinateur est essentiellement en tant que tel, en tant qu'il dessine, en tant que dessinant, un non-voyant. Je vais grossir ça. Commencer par récit de rêve, noté sans voir dans la nuit, puis passer de là à scène de famille, frère qui s'est déné, mon infirmité, ressenti comme aveuglement, pas d'imitation, de représentation, pas de narration même, mais une autre écriture, punition et élection. Je vais écrire, fils béni par Jacob, aveugle, etc., Saint-Augustin, des plaisirs de la vue. Aux lumières que voyait Tobie, lorsqu'aveugle des yeux du corps, cum clausis oculis istis, Samson, Milton, etc. Orion, les cyclopes, trois types, le normal, le blessé, obscène, lèvres, sexe, insupportable, ominous, et le banalisé donc, etc. Punition, élection, Samson, Milton. Hypothèse, le dessinateur est essentiellement en tant que tel, en tant qu'il dessine, en tant que dessinant un non-voyant. Le dessinateur, fasciné par son propre aveuglement, Narcisse, d'où thématique et mythologie, survoyant, le voyant est un aveugle, etc. Passage à l'autoportrait d'une part, et à la thématique d'autre part. Chaque fois qu'un aveugle montre un aveugle, il se désigne lui-même en tant que dessinateur et dessine l'origine du dessin. Organiser toute l'exposition autour de cette tâche aveugle, essentielle, autour de laquelle d'autres tâches aveugles peuvent ensuite se déterminer. Organiser toute l'exposition autour de cette tâche aveugle, essentielle, autour de laquelle d'autres tâches aveugles peuvent ensuite se déterminer. Organiser toute l'exposition Première hypothèse, le dessin est aveugle, sinon le dessinateur ou la dessinatrice. En tant que tel et dans son moment propre, l'opération du dessin aurait quelque chose à voir avec l'aveuglement. Deuxième hypothèse, greffe de l'œil, greffe d'un point de vue sur l'autre. Un dessin d'aveugle est un dessin d'aveugle. Double génitif. Il n'y a là aucune tautologie, mais une fatalité de l'autoportrait. Chaque fois qu'un dessinateur se laisse fasciner par l'aveugle, chaque fois qu'il fait de l'aveugle un thème de son dessin, eh bien il projette, rêve ou hallucine une figure de dessinateur. Sous-titre de toutes les scènes d'aveugle, donc, l'origine du dessin. Ou si vous préférez, la pensée du dessin. Une certaine pose pensive, une mémoire du trait qui spécule en songe sur sa propre possibilité. Si dessiner un aveugle, c'est d'abord montrer des mains, c'est donner ainsi à remarquer ce que l'on dessine à l'aide de ce avec quoi l'on dessine. Le corps propre
comme instrument. Le dessinant du dessin, la main des manipulations, des manœuvres, des manières, les jeux de main ou le travail de la main, le dessin comme chirurgie. Alors que veut dire avec dans l'expression dessiner avec des mains? Presque tous les dessins d'aveugles pourraient s'intituler dessin avec main, comme on dirait le dessin à la main, par exemple, selon la syntaxe de l'autoportrait dit à l'abat-jour de Chardin. Voyez les aveugles de Coipel. Ils portent tous les mains en avant. Leurs gestes oscillent dans le vide entre la préhension, l'appréhension, la prière et l'imploration. Comme tous les aveugles, ils doivent s'avancer, c'est-à-dire s'exposer, courir l'espace comme on court un risque. Ils appréhendent l'espace de leurs mains avides, ils y dessinent de façon à la fois prudente et audacieuse, ils calculent, ils comptent avec l'invisible. De la plupart d'entre eux, oui, d'entre eux, car les aveugles glorieux de notre culture sont presque tous des hommes, de grands aveugles, comme si la femme voyait peut-être à ne jamais risquer la vue. Et l'absence de grandes aveugles ne sera pas sans conséquence pour nos hypothèses. On dirait donc que ces aveugles ne se perdent pas dans l'errance absolue. Ils explorent et cherchent à prévoir là où ils ne voient pas, ou ne voient plus, ou ne voient pas encore. L'espace des aveugles conjugue toujours ces trois temps de la mémoire. Mais simultanément, par exemple dans les dessins préparant le Christ guérissant les aveugles de Géricault, les hommes de Coipel ne cherchent pas ceci ou cela, ils implorent l'autre main, la main secourable ou la main charitable, la main de l'autre qui leur promet la vue. Ils voudraient suivre le regard de l'autre qu'ils ne voient pas, ils voudraient prévoir là où ils ne voient pas encore, soit pour éviter de tomber, au sens physique de la chute, soit pour se relever d'une chute spirituelle, et alors en face d'eux, Jésus qui tend la main, lui dont le ministère fut d'abord d'annoncer, je cite, « aux aveugles le recouvrement de la vue ». Un dessinateur ne peut pas ne pas être attentif à ce qui touche l'œil, à ce qui le touche du doigt pour donner enfin à voir. Jésus guérit parfois les aveugles par simple attouchement, comme s'il lui suffisait de dessiner dans l'espace le contour des paupières pour leur rendre la vue. Comme l'attouchement, l'imposition des mains oriente le dessin. Il faut toujours se rappeler l'autre main ou la main de l'autre. Celle du Christ est ouverte et tournée vers lui, alors que celle de l'aveugle s'ouvre vers le haut. Mouvement d'offrande, de prière, de supplication, imploration, grâce. De la main droite, il tient encore fermement entre les jambes cette canne dont il n'est pas prêt d'oublier qu'elle fut son œil de secours. On pourrait dire sa prothèse optique, plus précieuse que la prunelle de ses yeux. Federico Zuccaro, lui, peuple l'espace de la guérison. C'est toute une foule, une énorme colonne autour de laquelle s'enroule un homme aux fesses charnues et le très haut bâton de l'aveugle assis, les mains jointes cette fois,
est largement dépassé par la taille de son instrument. L'aveugle de Lucas de Leyde, lui, est moins passif. De lui-même, de sa propre main, il aura désigné ses yeux, il aura montré son aveuglement au Christ, et se présentant lui-même comme si un aveugle faisait son portrait, l'autoportrait d'un aveugle racontant sa propre histoire à la première personne, il aura indiqué, localisé, circonscrit la cécité de sa main droite retournée vers son visage, pointant l'index vers l'œil droit. Tourné vers son œil, le geste du doigt montre mais ne touche pas le corps propre. On dirait que l'aveugle se réfère à lui-même de son bras replié, là où, inventant un miroir sans image, un narcisse aveugle donne à voir qu'il ne voit pas. Il se montre lui-même, mais à l'autre. Il se montre du doigt comme aveugle, et du coup le voici qui guide la main du Sauveur comme si l'autre ne voyait pas encore l'œil à guérir. Péché, faute ou erreur, la chute signifie aussi que l'aveuglement viole ce qu'on peut appeler ici la nature. C'est un accident qui interrompt le cours des choses et transgresse les lois naturelles. Il laisse penser parfois que le mal affecte en même temps que la nature une nature de la volonté de savoir comme volonté de voir. Une mauvaise volonté aurait poussé l'homme à se fermer les yeux. L'aveugle ne veut pas savoir, ou plutôt voudrait ne pas savoir, c'est-à-dire ne pas voir. Idein, eidos, idea en grec, c'est toute l'histoire, toute la sémantique de l'idée européenne dans sa généalogie grecque, on le sait, on le voit, assigne le voir au savoir. Voyez, par exemple, l'allégorie de l'erreur, l'homme aux yeux bandés de Coipel. Naturellement, ses yeux pourraient voir, mais ils sont bandés, mouchoir, foulard, voile, toile, du textile en tout cas, qu'on ajuste au regard et qu'on attache derrière la tête. Bandés, ils ne le sont pas naturellement, mais par la main de l'autre, ou par la sienne, obéissant à une loi qui n'est pas naturelle ou physique, puisque le nœud derrière la tête reste à portée de main du sujet qui pourrait le défaire, comme si le sujet de l'erreur consentait à ce qui ainsi lui bande les yeux, comme s'il jouissait de sa souffrance et de son errance, comme s'il la choisissait au risque de la chute, comme s'il jouait à chercher l'autre au cours d'un sublime et mortel Colin-Maillard. Il y va de son vouloir, c'est lui qui se trouve ainsi bandé, les yeux bandés. Descartes, grand penseur de l'œil, Descartes, que dit-il de l'erreur? Bien, pour l'auteur de la dioptrique, qui rêvait aussi, on sait, de fabriquer des lunettes et de rendre la vue aux aveugles, pour Descartes, donc, l'erreur est d'abord une croyance, ou plutôt une opinion, consistant à acquiescer, à dire oui, à opiner trop tôt, cette faute du jugement, non de la perception, cette faute du jugement trahit l'excès de la volonté infinie sur l'entendement fini.
Je suis dans l'erreur, je me trompe, parce que capable de mouvoir ma volonté à l'infini, et dans l'instant, je peux vouloir me porter au-delà de la perception, vouloir au-delà du voir. Est-ce que je me trompe à mon tour? Suis-je victime d'une hallucination lorsque je crois voir, à travers cette erreur de Coipel, la figure d'un dessinateur au travail? Essence du dessin non liée au visible. Ultravisibilité. Rien à voir, confère Merleau-Ponty. L'invisibilité qui n'est pas du visible en puissance, ni davantage du visible métaphorique, figural ou intelligible. Comment démontrer que le dessinateur est aveugle, ou plutôt que à dessiner, il ne voit pas? Connaît-on des dessinateurs aveugles? Il y a des musiciens sourds, de très grands. Il y a des chanteurs et des poètes aveugles, de très grands, dont nous parlerons encore. Il y a aussi des sculpteurs aveugles. Observez par exemple le dessin de l'école de Guerchin, della scultura. Si, della pittura, no. Eh bien, ce mendiant a tous les attributs des aveugles de l'écriture. Son geste est d'un sculpteur, car s'il tient un bâton dans la gauche, il reconnaît de sa main droite le buste d'une femme qui pourrait bien être aveugle, elle aussi, le visage offert à une caresse et les yeux tournés vers le haut, désorientés comme ceux de l'homme, mais dans un mouvement qui hésite entre l'imploration et l'extase. Je dis, que cherche-t-il au ciel tous ces aveugles? Baudelaire. Si les doigts muets de l'aveugle signifient oui à la sculpture, non à la peinture, la parole suffit à inverser les choses et à convertir la parole, c'est-à-dire la rhétorique. Je cite, « On a longtemps disputé lequel des deux arts, de la peinture ou de la sculpture, était le plus excellent. Et l'on débite une histoire qui dit qu'on en laissa la décision à un aveugle qui, portant son jugement en faveur de la première, sur ce qu'on dit, que ce qui semblait plat et uni dans un tableau, en le touchant, paraissait à la vue aussi rond que l'était la pièce de sculpture. Appuyé au socle de la statue, plus bas qu'elle, et comme abandonné sur le sol, le dessin est bien soumis à la hiérarchie des arts, soumis au jugement de l'aveugle qui touche, mais qui écoute aussi ce qu'on lui dit du relief. Au fait que touche l'aveugle, en reconnaissant les lignes du visage à hauteur des yeux, en dévisageant de la main, mais comme de mémoire, il porte ses doigts sur le front de l'autre. Geste d'amour ou de bénédiction, geste protecteur aussi, il semble lui cacher ou lui fermer les yeux, lui dire « tu ne vois pas, ne vois pas, je te ferme les yeux, tu vois », à moins qu'on ne l'imagine, Pygmalion alimente une statue, à moins qu'on l'imagine en train de lui rendre la vue par attouchement. Un aveugle rend la vue à une aveugle, lui disant « tu ne vois pas, vois, toi, tu vois, tu as vu, tu auras vu, tu vis déjà ».
Nous parlons ici de dessin, non de peinture. De ce point de vue, il y a, pour l'œil, me semble-t-il, au moins trois espèces d'un pouvoir, disons trois aspects, pour souligner encore d'un trait ce qui voue l'expérience du regard, ad spicere, à l'aveuglement. Ad spectus, c'est à la fois le regard, la vue, et ce qui se donne à voir, l'aspect. D'un côté, le spectateur, et de l'autre, l'aspect, autrement dit, le spectacle, ou spectacles, lunettes en anglais. Cet impouvoir n'est pas impuissance ou défaillance. Il donne au contraire sa ressource quasi-transcendantale à l'expérience du dessin. Alors le premier aspect, surnommons-le ainsi, je le verrai dans une aperspective, dans la perspective de l'acte graphique. Dans son moment de frayage originaire, dans la puissance traçante du trait, c'est-à-dire à l'instant où la pointe, à la pointe de la main, la pointe du corps propre en général, où la pointe donc s'avance au contact de la surface, l'inscription de l'inscriptible ne se voit pas. Improvisée ou non, l'invention du trait ne suit pas. Elle ne se règle pas sur ce qui est présentement visible et qui serait posé là devant moi comme un thème. Même si le dessin est mimétique, comme on dit, c'est-à-dire reproductif, figuratif, représentatif, même si le modèle est présentement en face de l'artiste, il faut que le trait procède de la nuit. Il échappe au champ de la vue. Non seulement parce qu'il n'est pas encore visible, mais parce qu'il n'appartient pas à l'ordre du spectacle, de l'objectivité spectaculaire. Et ce qu'il fait advenir ne peut être en soi mimétique. L'hétérogénéité reste abyssale entre la chose dessinée et le trait dessinant, fût-ce entre une chose représentée et sa représentation, le modèle et l'image. Et la nuit de cet abîme peut s'interpréter de deux façons. Soit comme la veille ou la mémoire du jour, autrement dit une réserve de visibilité. Le dessinateur ne voit pas présentement, mais il a vu et il verra. Cette aperspective serait la perspective anticipatrice ou la rétrospective anamnésique. Soit comme radicalement et définitivement étrangère au jour, à la phénoménalité du jour. Et cette hétérogénéité de l'invisible au visible peut hanter celui-ci comme sa possibilité même. Qu'on le souligne avec les mots de Platon ou de Merleau-Ponty, la visibilité du visible. La visibilité du visible, par définition, ne peut être vue. Et le dessinateur qui se fie à la vue présente, celui qui a peur de suspendre la perception visuelle, celui qui ne veut pas en faire son deuil, celui-là commence à devenir aveugle par simple peur de perdre la vue. Cet infirme est déjà sur le chemin de la cécité. Il est, dit Baudelaire, myope ou presbyte. Et la rhétorique baudelairienne use aussi de figures politiques. Il s'établit, dit Baudelaire, je cite, il s'établit alors un duel, je souligne ce mot duel, il s'établit alors un duel entre la volonté de tout voir, de ne rien oublier, et la faculté de la mémoire qui a pris l'habitude d'absorber vivement la couleur générale et la silhouette, l'arabesque du contour. Plus l'artiste se penche avec impartialité vers le détail, plus l'anarchie augmente. Qu'il soit myope ou presbyte, toute hiérarchie et toute subordination disparaissent,
C'est un accident qui se présente souvent. Et c'est alors pour Baudelaire l'ordre de la mémoire qui précipite au-delà de la perception présente la vitesse absolue de l'instant, le temps du clin d'œil qui ensevelit le regard dans un battement de paupières. L'instant, en allemand Augenblick, ou wink, blink en anglais. Je cite encore Baudelaire. Ainsi, dans l'exécution de M. Jay, se montrent deux choses. L'une, une contention de mémoire résurrectionniste, évocatrice, une mémoire qui dit à chaque chose « Lazare, lève-toi ». L'autre, un feu, une ivresse de crayon, de pinceau, ressemblant presque à une fureur. C'est la peur de n'aller pas assez vite, de laisser échapper le fantôme avant que la synthèse n'en soit extraite et saisie. C'est cette terrible peur qui possède tous les grands artistes et qui leur fait désirer si ardemment de s'approprier tous les moyens d'expression pour que jamais les ordres de l'esprit ne soient altérés par les hésitations de la main. Pour que finalement l'exécution idéale devienne aussi inconsciente, aussi coulante que l'est la digestion pour le cerveau de l'homme bien portant qui a dîné. En assignant l'origine du dessin à la mémoire, plutôt qu'à la perception, Baudelaire fait à son tour acte de mémoire. Il s'inscrit dans une tradition iconographique qui remonte au moins à Charles Brun. L'origine du dessin et l'origine de la peinture, il donne lieu à de multiples représentations qui toutes substituent la mémoire à la perception, qui rapportent l'origine de la représentation graphique à l'absence ou à l'invisibilité du modèle. Dibutade ne voit pas son amant, comme si voir était interdit pour dessiner, comme si on ne dessinait qu'à la condition de ne pas voir, comme si le dessin était une déclaration d'amour destinée ou ordonnée à l'invisibilité de l'autre, à moins qu'elle ne naisse de voir l'autre soustrait au voir, que Dibutade, la main parfois guidée par Cupidon, un amour qui voit, qui n'a pas ici les yeux bandés, que Dibutade donc suive alors les traits d'une ombre ou d'une silhouette, qu'elle dessine sur la paroi d'un mur ou sur un voile, eh bien c'est une schiagraphia, une écriture de l'ombre, inaugure un art de l'aveuglement. La perception appartient dès l'origine au souvenir. Elle écrit, donc elle aime déjà dans la nostalgie. Détachée du présent de la perception, tombée de la chose même qui se partage ainsi, une ombre est une mémoire simultanée. La baguette de Dibutade est un bâton d'aveugle. Pas d'imitation, pas de représentation, pas de narration même, mais une autre écriture. Punition et élection. Je vais écrire. Fils béni par Jacob aveugle, etc. Saint-Augustin, les plaisirs de la vue. Voyons maintenant le second aspect. Ce n'est pas un aspect second ou secondaire. Il apparaît, ou plutôt disparaît, sans retard. Je le surnommerai le retrait ou l'éclipse, l'inapparence différentielle du trait. Que penser en effet maintenant du trait une fois tracé? Non pas de son frayage ou du trajet inaugural de la trace, mais de ce qui en reste.
un tracé ne se voit pas. On devrait ne pas le voir. Ne disons pas pour autant, il faut ne pas le voir. On devrait ne pas le voir dans la mesure où ce qui lui reste d'épaisseur colorée, tend à s'exténuer pour marquer la seule bordure d'un contour, entre le dedans et le dehors d'une figure. Et cette limite atteinte, il n'y a plus à voir, pas même du noir et blanc ou de la figure-forme. Et c'est le trait. Voici la ligne même qui donc n'est plus ce qu'elle est, car elle ne se rapporte dès lors jamais à elle-même sans se diviser aussitôt. La divisibilité du trait interrompant ici toute identification pure et formant, on l'aura sans doute compris maintenant, formant notre hypothèse générale pour toute pensée du dessin, à la limite inaccessible et en droit. Cette limite inaccessible n'est jamais présentement atteinte, mais le dessin toujours fait signe vers cette inaccessibilité, vers le seuil où n'apparaît que l'entour du trait. Ce qu'il espace en délimitant et qui donc ne lui appartient pas. Rien n'appartient au trait, donc au dessin et à la pensée du dessin, pas même sa propre trace. Rien ne lui appartient, donc rien n'y participe même. Il, le trait, il ne joint et n'adjointe qu'en ses parents. Troisième aspect, la rhétorique du trait. Le retrait de la ligne, ce qui la retire au moment où le trait se tire, n'est-ce pas justement ce qui laisse la parole et du même coup interdit de séparer le dessin du murmure discursif dont le frémissement le transit. Et c'est ce que montrent certains autoportraits de Fantin-Latour, ce dont il serait plutôt les figures. Parfois, l'invisibilité s'y partage, si on peut dire, entre les deux yeux. Il y a d'une part la fixité monoculaire d'un cyclope narcisse, un seul œil ouvert, le droit, et fermement arrêté sur sa propre image. Il ne la lâchera pas, mais c'est que la proie lui échappe nécessairement, elle emporte le leurre. Les traits d'un autoportrait sont aussi les traits d'un chasseur fasciné. L'œil fixe ressemble toujours à un œil d'aveugle, parfois un œil du mort, à ce moment précis où le deuil commence. Il est encore ouvert, une main pieuse devrait bientôt le fermer. Et il rappellerait un portrait d'agonisant. À se regarder voir, il se voit aussi bien disparaître au moment où le dessin tente désespérément de le ressaisir. Car cet œil de cyclope ne voit rien qu'un œil qu'il prive ainsi de voir quoi que ce soit. Voyant du voyant et non du visible. Il ne voit rien. Ce voyant se voit aveugle. D'autre part, et ce serait comme la vérité nocturne de l'œil, d'autre part, l'autre œil de Fantin-Latour ici s'enfonce déjà dans la nuit. Ici, légèrement caché, voilé, en retrait. Là, totalement indiscernable et fondu dans une tache. Ou ailleurs encore absorbé par l'ombre que lui fait un haut de forme en abat-jour. D'un aveuglement l'autre. Au moment de l'autographe, avec la plus intense lucidité, le voyant aveugle s'observe
il fait observer. Ici, le signataire, qui est aussi le modèle, l'objet ou le sujet de l'autoportrait, fait donc observer qu'il se regarde voir le modèle qu'il est aussi dans un miroir dont il nous donne à voir l'image. Un dessin d'aveugle qui, à 2 reprises, en blanc et en noir, se montre en train de dessiner. Il montre le mouvement ou le toucher avec le geste sûr d'un chirurgien. Mais d'un chirurgien qui, pas plus qu'un aveugle, ne regarde ses mains. Il ne tourne ses yeux ni vers ce qui se tient entre ses mains, la pointe verticale ou oblique d'un scalpel, d'un bâton ou d'un crayon, ni à ce qui repose sous ses mains, le corps, le sol ou la surface d'inscription. Nous nous approchons de ce que j'appelais pour commencer l'hypothèse de la vue ou hypothèse intuitive, hypothèse de l'intuition. En général, on dissocie conjecture et perception. On oppose même l'hypothèse à l'intuition, c'est-à-dire à l'immédiateté du « je vois », vidéo, intueor, je regarde, adspitio, je m'étonne de voir, j'admire, miror, admiror. Ici même, et c'est un paradigme, nous ne pouvons que supposer l'intuition. Dans ces 2 derniers cas, en effet, autoportrait du dessinateur en train de dessiner et vue de face, c'est seulement par hypothèse que nous l'imaginions en train de se dessiner lui-même en face d'un miroir et donc en train de faire l'autoportrait du dessinateur en train de faire l'autoportrait du dessinateur. Mais ce n'est qu'une conjecture. Fantin-Latour peut aussi se montrer en train de dessiner autre chose, autoportrait dessinant. Il peut se dessiner de face à autre chose ou face à nous, mais non nécessairement face à lui-même, comme d'autres se dessinent aussi de profil. Qu'est-ce que cette conjecture met en lumière? Pour former l'hypothèse de l'autoportrait du dessinateur en autoportraitiste et vue de face, le spectateur ou l'interprète que nous sommes doit imaginer que le dessinateur ne fixe qu'un point, un seul, c'est-à-dire le foyer d'un miroir en face de lui, c'est-à-dire depuis la place que nous occupons, en face à face avec lui. Et cela ne peut être l'autoportrait d'un autoportrait que pour l'autre, c'est-à-dire pour un spectateur qui occupe la place d'un unique foyer, mais au centre de ce qui devrait être un miroir. Le spectateur remplace et obscurcit alors le miroir. Il rend aveugle au miroir en produisant ou en mettant en œuvre la spécularité recherchée. La performance du spectateur, telle qu'elle est essentiellement prescrite par l'œuvre, consiste à frapper le signataire d'aveuglement et donc à crever du même coup les yeux du modèle, ou à le faire, lui, le sujet, à la fois modèle, signataire et objet de l'œuvre, à le faire se crever les yeux pour se voir, et aussi bien pour se représenter à l'œuvre. S'il y en avait, l'autoportrait consisterait d'abord à assigner, donc à décrire sa place au spectateur, au visiteur, au voyant aveuglant.
dans cet autoportrait d'autoportrait, la figure de Fantin-Latour devrait nous regarder selon la loi d'une impossible et aveuglante réflexivité. Pour se voir ou se montrer, il devrait ne voir que ses deux yeux, les siens, mais deux yeux dont il doit aussitôt faire son deuil, justement pour se voir, des yeux qu'il doit aussitôt remplacer à cette fin, en vue de cette représentation, à la place du miroir, les remplacer par d'autres, et qui le voient, c'est-à-dire par les nôtres. Nous sommes la condition de sa vue, certes, et de sa propre image, mais c'est aussi, comme dans L'Homme au sable d'Hoffmann, c'est aussi que nous faisons sauter ses yeux pour les remplacer dans l'instant. Nous sommes ses yeux ou le double de ses yeux. Endettement sans fond, prothèse terrifiante. Et on peut toujours soupçonner cet effroi dans le regard du dessinateur. Mais l'hypothèse est aussi médusante pour l'un que pour l'autre. Le non représentatif, le non mimétique, voire le non figuratif, est un moment d'aveuglement ou de survue dans le dessin. La survue du seer est aveugle, le dessin prophétique. La main aveugle, Homère, Milton surtout, nombreux textes. Don et châtiment de Dieu. Borges, cécité, Benjamin, Hölderlin, Rilke, Die Blinde. Bible, Vinci, Valéry, Merleau-Ponty, deux textes à regarder de près. Shakespeare, Looking on darkness which the blind do see, cité par Borges. Contrairement à ce qu'on croit savoir, le meilleur point de vue, et le point de vue aura été notre thème, le meilleur point de vue est un point source et un point d'eau, il revient aux larmes. L'aveuglement qui ouvre l'œil n'est pas celui qui enténèbre la vue. L'aveuglement révélateur, l'aveuglement apocalyptique, celui qui révèle la vérité même des yeux, ce serait le regard voilé de larmes. À dessiner des pleurants, des pleurantes surtout, car s'il y a beaucoup de grands aveugles, pourquoi tant de pleurantes? Peut-être cherche-t-on à dévoiler les yeux, à les dire sans les montrer en train de voir, à prononcer ce qui, dans les yeux, et donc dans le dessin des hommes, n'a rien à voir avec la vue. Au fond de l'œil, celui-ci ne serait pas destiné à voir, mais à pleurer. Au moment même où elles voilent la vue, les larmes dévoileraient le propre de l'œil. Ce qu'elles font jaillir hors de l'oubli où le regard la garde en réserve, ce ne serait rien de moins que l'aletheia, la vérité des yeux, dont elles révéleraient ainsi la destination suprême. Avoir en vue l'imploration plutôt que la vision. Adresser la prière, l'amour, la joie, la tristesse, plus tôt que le regard. Avant même d'illuminer, la révélation est le moment des pleurs de joie. Alors c'est le moment de préciser l'hypothèse aboculaire ou époque de la vue. La cécité n'interdit pas les larmes, elle n'en prive pas. Si l'aveugle pleure, on entrevoit la question. Après qui le dessin pleure-t-il?
Après quoi? Après la vue ou après les yeux? Et si ce n'était pas la même chose? Dans les descriptions qu'il donne du pleurer, le traité des passions de Lebrun mentionne à peine les larmes. Elles n'apparaissent pas sur ses représentations graphiques. Est-ce parce qu'il décrit le pleurer de l'homme? L'opposerait-il à une larme de femme? Et que faire ici de la différence sexuelle? N'oublions pas qu'en perdant la vue, l'homme ne perd pas les yeux. Au contraire, l'homme commence alors à penser les yeux, les siens propres, et non pas ceux de n'importe quel animal. Entre voir et pleurer, il entrevoit alors la différence, il la garde en mémoire. Et c'est le voile des pleurs, jusqu'à ce qu'enfin, et des mêmes yeux, les larmes voient. How wisely nature did decree, with the same eyes to weep and see, that having viewed the object vain, we might be ready to complain. Open then, mine eyes, your double sluice, and practice so your noblest use, for others too can see, sleep, but only human eyes can weep. Thus let your streams o'erflow your springs, till eyes and tears be the same things, and each the other's difference bears, these weeping eyes, those seeing tears. Des larmes qui voient. Vous croyez? Je ne sais pas. Il faut croire.